Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci à Emmanuel Porcher de m'inviter à donner ce séminaire aujourd'hui pour essayer d'évoquer avec vous quelques pistes un peu plus positives peut-être que le constat d'effondrement de la biodiversité et de la complexité des enjeux auxquels nous faisons face sur ces questions agricoles. Pour trouver les solutions, il faut vraiment bien poser le diagnostic et le problème. Donc, Emmanuel l'a très bien fait sur l'enjeu d'effondrement de la biodiversité, avec l'agriculture qui est le premier facteur responsable de cet effondrement pour la partie terrestre. Donc là, c'est une autre représentation du même article qui a comparé l'effet des différents facteurs. Et on voit que l'agriculture donc, est bien le plus gros donc pour la partie terrestre. Et si on compare juste sur la droite, on s'aperçoit qu'il y a le changement climatique qui est en train de prendre de l'importance, mais qui est encore derrière en termes d'effet sur la biodiversité, même si on voit maintenant qu'il y a de plus en plus d'interactions entre l'intensification de l'agriculture et le changement climatique, qui vont malheureusement tous les deux dans le même sens pour amplifier cet effondrement de la biodiversité. Donc, un point important, c'est l'ampleur des surfaces qui sont couvertes par l'agriculture au niveau mondial. Donc là, ces chiffres montrent que sur la partie terrestre habitable, on a quasiment la moitié qui est couverte par l'agriculture. Et quand on creuse un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a une grosse partie de cette surface couverte par les milieux agricoles qui est dédiée à tout ce qui est alimentation pour les animaux d'élevage, soit par les milieux herbacés, prairies et pelouses, soit par toutes les cultures qu'on fait pousser pour nourrir ces animaux. Et on va voir plus tard que c'est un point très important. Mais l'agriculture a aussi des effets en dehors des surfaces qui sont couvertes par l'agriculture. Donc c'est une empreinte spatiale qu'on peut appeler indirecte, puisqu'elle va avoir par exemple un effet sur la ressource en eau, donc avoir un effet sur tous les milieux aquatiques. Elle va avoir un effet sur le changement climatique, comme Emmanuel l'a expliqué, et puis elle va avoir un effet de pollution, soit dans les parcelles, mais aussi en dehors. Et donc là, je donne un exemple sur la situation de pollution diffuse pour les eaux souterraines, qui est aussi un enjeu pour la santé humaine, puisqu'on a eu plus qu'un doublement en fait, du nombre de points d'eau qui sont au-delà de la norme entre 2010 et le 2018. Et concrètement, là encore, ça a des coûts phénoménaux de traitement de ces pollutions agricoles diffuses de l'ordre de plus d'1 milliard d'euros par an, rien que pour l'échelle de la France. Donc, le lien entre l'agriculture en termes de surface et la biodiversité, donc Emmanuel l'a bien expliqué. Il y a aussi bien sûr tout ce qui concerne les pratiques et l'évolution majeure qu'il y a eu depuis la Révolution verte. On peut appeler ça l'intensification de l'agriculture, mais on peut aussi l'appeler l'industrialisation, puisqu'on a eu une simplification vraiment drastique des milieux, une artificialisation de tous les phénomènes qui se passent dans ces milieux. Et donc là, un article qui a été publié l'année dernière, qui a été dirigé par une équipe de chercheurs français de Montpellier, qui a analysé en fait des données de sciences participatives à l'échelle de l'Europe, là sur les oiseaux, et qui a montré à quel point le déclin des populations des milieux agricoles était massif, de l'ordre d'une perte de 57%, ce qui est beaucoup plus que le déclin des populations d'espèces d'autres milieux, notamment les milieux forestiers, où là on n'a une diminution de 18%. Et en comparant ces données avec des données statistiques disponibles, qui ont certes des limites, mais qui ont le mérite d'exister, ils ont montré qu'il y avait bien une causalité, et pas seulement une corrélation, entre ce déclin des populations des milieux agricoles et l'intensification de l'agriculture à l'échelle européenne. Que donc cette agriculture telle que nous la pratiquons aujourd'hui, comme l'a dit Emmanuel, n'est absolument pas durable et ses effets sont dramatiques sur les populations sauvages. Donc on est dans un contexte où on est bien conscient qu'il y a un problème, et en même temps, on a cette fameuse question de la demande pour des produits alimentaires et de la sécurité alimentaire, avec une augmentation de la demande, une augmentation qui pourrait a priori continuer à augmenter, puisque donc on a une population au niveau mondial qui continue d'augmenter, et surtout
facteur beaucoup plus majeur, on a une évolution des régimes alimentaires. Donc c'est le schéma en bas à droite, où vous voyez que donc là, on a l'augmentation de la partie du régime alimentaire qui est végétale, et ici, on a l'augmentation pour la partie qui concerne les produits animaux, qui donc est liée à l'augmentation du niveau de vie des populations, donc surtout dans les pays riches, mais également dans d'autres pays. Et donc ça, c'est un élément majeur de l'évolution de nos systèmes alimentaires qui amplifie la pression qu'on est en train de mettre sur la biodiversité. Et pour compléter ce panorama, avant de passer à la question des solutions, il faut prendre en compte bien sûr la question du changement climatique, donc qui va avoir un effet sur la biodiversité, mais qui a également un effet sur la productivité des milieux agricoles. Et donc là, des études qui ont étudié la productivité de ces milieux depuis les années 60 ont estimé qu'on avait déjà observé une diminution de la croissance de la productivité totale de l'agriculture de l'ordre de 21%, avec des sécheresses qui s'amplifient, des inondations également, et puis des épisodes de grêle ou des gels qui peuvent avoir des conséquences drastiques, comme on l'a connu ces dernières années en France, avec des impacts en termes d'assurance et de coûts pour l'agriculture qui sont là encore colossaux. Par exemple, de l'ordre de 4 milliards, rien que pour les sécheresses qui ont eu lieu lors de l'année de la canicule en 2003. Donc voilà, ça c'est la question de départ. Comment est-ce qu'on gère ce fait qu'on veut absolument stopper l'effondrement de la biodiversité, enjeu majeur pour nos sociétés, et en même temps garantir la sécurité alimentaire? Et donc, rien qu'avec ces éléments de contexte, et que vous avez déjà vu aussi dans les cours avec Emmanuel, on est tenté en tout cas de voir ça comme quelque chose d'absolument incompatible, ou quelque chose en tout cas qui va être difficile à assurer facilement, et donc qui va être un réel problème à gérer. Donc, face à ce constat et cette difficile compatibilité des deux objectifs, dans les années 2000, il y a un groupe de chercheurs britanniques qui a réfléchi à cette question et qui a proposé un cadre théorique, un modèle, qui avait pour principe qu'il y avait, selon eux, deux grandes stratégies pour atteindre ces deux objectifs, donc sécurité alimentaire et protection de la biodiversité. La première, à gauche, qui consiste à séparer les espaces de production agricole, qui sont uniquement dédiés à cet objectif, et les espaces de protection de la biodiversité, qui, eux, sont dédiés à cet autre objectif. Et puis, à droite, une autre stratégie, donc là, avec un champ de céréales qui est avec une forte présence d'adventices, qui illustre cette stratégie qui consiste à partager les espaces qui vont à la fois avoir pour objectif de produire des produits alimentaires, mais aussi de contribuer à la protection de la biodiversité. Alors, ces deux stratégies, elles font beaucoup d'hypothèses, en fait. La première stratégie, donc, qui est que séparer les milieux dédiés à la production agricole serait plus efficace, elle part du principe que si on fait ça, on ne se soucie plus de la biodiversité, on va avoir des rendements qui vont être très très élevés dans ces espaces. Et ça veut dire que pour produire une quantité d'aliments donnés, on va avoir besoin de moins d'espace. Et ça va libérer de l'espace pour la protection de la biodiversité. Donc, ils font l'hypothèse que ce scénario, si on arrive à avoir des rendements très élevés, alors on pourrait avoir une protection de la biodiversité qui soit globalement satisfaisante parce qu'on aura libéré des espaces pour cela. A l'inverse, dans le scénario 2, la stratégie 2, on fait l'hypothèse qu'il est possible d'avoir de la production agricole qui soit suffisamment intéressante en termes de rendement, tout en protégeant la biodiversité. Donc ça, c'est la version agroécologique qu'a présentée Emmanuel. La limite ou l'inconnu dans cette deuxième stratégie, c'est à quel point c'est possible de combiner les deux. Et si on baisse un petit peu le rendement ou beaucoup le rendement, ça veut dire qu'il va falloir plus d'espace pour produire la même quantité de nourriture. Et donc tout le sujet de ce modèle, qui s'appelle donc le land sparing, land sharing, gestion séparée, gestion partagée en français, a intéressé beaucoup de chercheurs qui se sont demandé comment est-ce qu'on pouvait identifier quelle était la meilleure stratégie.
Et donc, quelques années après avoir proposé ce modèle, la même équipe de chercheurs britanniques a proposé une méthode qui consiste à regarder comment est-ce que la biodiversité par surface évolue en fonction du rendement par surface. Et en fonction de la forme de la courbe, ça va nous donner une indication de quelle stratégie est la plus efficace. Si on a une courbe qui est convexe, cela veut dire qu'il est possible d'augmenter le rendement et donc d'avoir des rendements suffisamment intéressants tout en protégeant la biodiversité. Et dans ce cas-là, on a intérêt à favoriser la gestion partagée, donc une agriculture qui favorise la biodiversité. A l'inverse, si on a une courbe qui est concave, alors cela signifie que dès qu'on commence à produire de la production agricole, on a une chute très rapide de niveau de biodiversité. Et dans ce cas-là, on a vraiment intérêt à séparer les espaces, d'un côté la production agricole et de l'autre côté la protection de la biodiversité. Donc, depuis cette proposition de la méthode qui date de 2011, ils ont collecté un ensemble de jeux de données dans différents endroits du monde et ils ont produit l'année dernière une synthèse de tous ces résultats avec en vert foncé les cas où on a un avantage à la gestion séparée, en vert clair les cas où on a un avantage à la gestion partagée et en gris les cas où c'est mixte. Et donc leur conclusion sur la base de ce jeu de données, c'est que dans la majorité des cas, c'est le vert foncé qui domine et donc on aurait intérêt à favoriser la gestion séparée, c'est-à-dire avoir une agriculture très intensive d'un côté qui libérerait de l'espace pour la protection de la biodiversité ailleurs. Donc vous ne voyez peut-être pas les détails, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans certains cas, donc là on est dans le cas du Mexique par exemple, ils ont regardé uniquement la diversité des arbres. Et forcément, c'est une petite partie de la biodiversité. Et on n'a pas forcément les mêmes résultats quand on s'intéresse à d'autres espèces. Les oiseaux ou les papillons ne vont pas du tout répondre de la même façon. Et ça, c'est un peu une première limite qu'on voit dans ce jeu de données et dans la façon dont ils ont conçu leur méthode. Et en fait, ce débat qu'on appelle le débat land sparing, land sharing, il a eu vraiment un grand retentissement dans la littérature scientifique. Depuis 2011, il y a énormément de travaux en fait, qui se sont intéressés à ce débat, à cette question. Et beaucoup de travaux en fait, se sont aperçus que cette méthode elle avait beaucoup de limites et que ce cadre conceptuel avait beaucoup de limites. Et que donc c'était vraiment nécessaire d'aller au-delà, de ne pas uniquement s'intéresser à cette façon de penser, parce que c'était trop limitant, il y avait trop de facteurs qui n'étaient pas pris en compte. C'est un débat qui est assez complexe, et je vais essayer de résumer, de vous donner en fait les grandes lignes des arguments qui montrent en fait les limites du débat, qui sont à la fois d'ordre écologique et d'ordre socio-économique. La première limite qui est identifiée dans la littérature, c'est ce que j'ai évoqué juste sur la diapo d'avant, et que la forme de la relation entre le rendement et la biodiversité, elle va énormément dépendre de quelles espèces on regarde. Si on regarde les espèces qui sont spécialistes des milieux forestiers, forcément, dès qu'on coupe de la forêt pour faire de l'agriculture, on va avoir une chute très rapide de la biodiversité. Donc on va avoir la conclusion que c'est plus intéressant de faire de la gestion séparée. A l'inverse, si on s'intéresse aux espèces qui sont spécialistes des milieux agricoles, là, on va plutôt avoir un maintien, voire une augmentation de certaines espèces quand on a de la gestion partagée. Et donc, on va avoir la conclusion inverse. Donc, ce débat, en fait, il ne dit en rien, il ne pose pas du tout la question de quelle biodiversité on veut conserver. Et il mélange un petit peu des choux et des carottes et donne l'impression finalement qu'on a une diversité de réponses, alors une diversité de contexte, alors que finalement c'est juste qu'on ne regarde pas la même partie de la biodiversité. Et donc si on regarde les milieux européens, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc on a une étude qui a regardé quelles étaient les espèces qui se trouvent dans les milieux agricoles, forestiers ou dans les deux, dans différents endroits d'Europe. Ils se sont aperçus qu'il y avait à peu près la moitié des espèces qui ne sont que dans les milieux semi-naturels, alors qu'il y a l'autre moitié qui se trouve soit uniquement dans les milieux agricoles, cultures et prairies, ou alors à la fois dans les cultures, les prairies et les milieux semi-naturels.
Donc voilà, ça donne une idée de la répartition des espèces dans différents types de milieux. Et si on regarde une composante de la biodiversité ou l'autre, on n'aura pas du tout les mêmes réponses. La deuxième limite, c'est tout ce que Emmanuel a présenté sur le rôle absolument colossal que la biodiversité a dans la fourniture de ce qu'on appelle les services écosystémiques à l'agriculture. L'exemple phare étant la pollinisation, qui a un effet plus ou moins fort en fonction de la dépendance des cultures à la pollinisation. Et là, c'est un exemple qui concerne le colza. Donc, c'est une étude qui a été menée dans l'ouest de la France à Chizé, et qui montre que même pour une espèce qui est modérément dépendante de la pollinisation, quand on augmente les insecticides, donc l'intensité des pratiques, on n'a pas forcément d'augmentation de rendement, alors que là, sur le graphique de droite, on a l'augmentation de l'abondance des abeilles, et ce qui est en vert ici, et on voit qu'on a bien une augmentation du rendement lorsqu'on augmente les populations d'abeilles, soit par des pratiques moins intensives, soit par un paysage plus favorable. Et donc ça, c'est absolument pas pris en compte dans le cadre conceptuel du land sparing, land sharing. Une troisième limite, c'est le fait que les pollutions et donc l'impact de l'agriculture est absolument massif dans les parcelles, mais bien au-delà, puisqu'on a un effet, une diffusion, en fait, un transfert des pesticides, que ce soit par le ruissellement ou par la dérive et le fait que les pesticides sont transportés dans l'air. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir que donc, on a des différences de biodiversité quand on est dans les prairies qui sont à côté d'une parcelle en conventionnel, donc avec des niveaux beaucoup plus faibles que quand on est dans une prairie qui se trouve à côté d'une parcelle en agriculture biologique. Et cet effet, en fait, même quand on s'éloigne de la parcelle, il reste vrai, au moins jusqu'à 50 mètres de la limite entre la prairie et la parcelle. Et puis d'autres phénomènes à longue distance, donc des pesticides qui ont été détectés dans l'air, y compris dans les zones polaires, ce qui laisse penser qu'on sous-estime largement l'effet des pesticides de façon indirecte à l'échelle planétaire. Et là, c'est très difficile de quantifier l'effet. Bon, pour l'instant, voilà, on commence à avoir des études qui apparaissent sur ces questions-là. Vous voyez que ces deux études-là sont assez récentes. Et donc, c'est, je pense là-dessus qu'il y a un enjeu aussi à consolider les données quantitatives pour vraiment montrer tous les effets indirects négatifs de l'agriculture industrielle. Là, on passe sur un registre qui est plutôt de l'ordre des enjeux socio-économiques, et c'est le fait que quand on augmente le rendement à un endroit donné, on pourrait penser qu'on va atteindre la demande en nourriture globale, par exemple à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent ou même à l'échelle globale. Sauf qu'en fait, il y a plein de littérature sur les mécanismes de réponse de la consommation qui montrent que ce n'est pas vrai, pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, on ne mange pas forcément ce dont on a besoin, on mange ce dont on a envie, ce qu'on peut se permettre de consommer. Et donc ça a été montré que la variabilité de notre réponse en tant que consommateur en fonction du prix, elle dépend du type de produit. Donc pour les céréales, par exemple, en général, on achète à peu près toujours la même quantité. Par contre, pour des produits de luxe, comme la viande ou les produits laitiers, là, notre consommation, elle va être très dépendante du prix. Donc quand le prix baisse, en général, on va augmenter la consommation. En tout cas, c'est le comportement moyen. Un autre effet rebond, c'est-à-dire une conséquence qui est pas, qu'on ne peut pas estimer très facilement en première intention, mais qu'on constate également, c'est que quand on augmente l'intensité de l'agriculture, on augmente les rendements, on augmente le revenu des agriculteurs, et ça va créer une incitation en fait, à d'autres personnes ou à ces mêmes agriculteurs à aller agrandir leur exploitation ou à créer des nouvelles exploitations, et y compris dans les aires protégées. Et ça, c'est un phénomène qui a été décrit dans les pays du Sud, où on constate que malheureusement, les aires protégées ne suffisent pas, elles n'arrivent pas à endiguer l'augmentation des pressions agricoles, et qu'on voit en fait une colonisation de ces aires protégées pour produire de l'agriculture qui commence à augmenter. Et puis, dernière grosse limite de ce cadre conceptuel de la gestion séparée versus partagée, c'est ce qu'Emmanuel a évoqué, c'est le fait que produire plus n'a aucun effet direct sur la sécurité alimentaire.
puisqu'en fait, ce n'est pas seulement la disponibilité des produits qui va contribuer à la sécurité alimentaire, mais c'est leur accessibilité. Et quand on regarde les chiffres de la production agricole mondiale actuelle, mais c'est valable aussi au niveau européen, on s'aperçoit qu'on produit largement assez et qu'en fait, il y a 30% des produits alimentaires qui sont gaspillés à différentes étapes de la chaîne alimentaire, que ce soit au niveau du stockage juste après la récolte, jusqu'au consommateur final individuel. Donc ça, c'est colossal. Donc ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre énorme pour améliorer la sécurité alimentaire et que si on continue à juste produire plus, on ne va pas régler ce problème-là. Le deuxième élément important que j'évoquais en début dans l'introduction, c'est ce qui concerne le type de régime alimentaire qu'on a et la part des produits animaux dans ce régime alimentaire qui est en train d'augmenter, donc on mange de plus en plus de produits animaux. Et ça se traduit d'un point de vue surface, puisqu'on a 40% des terres cultivables qui sont actuellement utilisées pour la production animale, et 30% des céréales qui sont produites qui vont également à l'alimentation des animaux d'élevage. Donc ça, c'est également une marge colossale si on veut améliorer la sécurité alimentaire. Donc, la question, on pourrait se dire, mais il y a autant de limites à ce cadre conceptuel créé par cette équipe anglaise en 2005. Pourquoi elle continue à être autant débattue? Pourquoi est-ce qu'elle est encore d'actualité? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Donc il y a des chercheuses françaises qui se sont intéressées à cette question sous l'angle de la politique de la connaissance, qui ont essayé d'analyser qui étaient les acteurs qui étaient impliqués dans ce débat et quels étaient les arguments qu'ils avançaient. Et donc, ils se sont aperçus que en fait, les chercheurs qui travaillent sur ces questions sont constitués au sein de réseaux. Les réseaux roses travaillent sur le land sparing, donc la gestion séparée, avec l'agriculture intensive d'un côté et la protection de la biodiversité de l'autre. Et les chercheurs dans les bulles vertes travaillent, eux, sur la gestion partagée, donc plutôt le modèle agroécologique. Et en fait, ces deux réseaux, ils ne se parlent pas du tout. Donc, ils continuent à faire leurs recherches chacun de leur côté, ce qui continue à entretenir en fait, l'existence de ce débat. Il y a aussi un deuxième phénomène, c'est que certains réseaux, donc le réseau land sparing, il est beaucoup mieux structuré, il est aussi beaucoup mieux financé. Et donc là, on arrive rapidement au dernier point de l'analyse, qui est que le discours du land sparing, qui serait qu'il faut avoir une agriculture plus intensive pour protéger la biodiversité, ça c'est un discours qui est extrêmement fortement remobilisé par l'agriculture industrielle, donc avec des enjeux économiques très forts. Et d'ailleurs, on s'aperçoit dans la littérature des scientifiques qui ont tendance à conclure que le land sparing est plus efficace, que leur solution pour intensifier les rendements, c'est bien sûr tout ce qui est basé sur la technologie, donc l'agriculture numérique, l'agriculture verticale et les nouvelles méthodes d'édition génomique. Donc ça explique fortement la maintenance de ce débat, la persistance de ce débat dans la littérature scientifique. Mais en fait, ce n'est pas qu'un débat scientifique, parce que ça a des impacts vraiment très concrets d'un point de vue opérationnel. Et une de ces conséquences, c'est la façon dont on évalue la performance des systèmes alimentaires, les systèmes de production notamment. Et donc le cas de l'agriculture biologique, certains d'entre vous ont peut-être vu les débats récemment qui ont été évoqués sur ces questions, parce qu'on est en train de réfléchir au niveau français à l'affichage environnemental des produits alimentaires. Et dans ce cas-là, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que l'agriculture biologique était plus performante ou moins performante que l'agriculture conventionnelle. Et donc, comme l'a montré Emmanuel, on a bien donc, en agriculture biologique une biodiversité qui est plus élevée par surface de culture. Donc, en fonction des études, ça varie. Dans cette étude-là, qui a été publiée récemment, c'est plutôt de l'ordre de 23%. Et ils ont montré par ailleurs qu'on a en effet un rendement qui est plus faible, de l'ordre de 20% en moyenne dans ces parcelles. Donc, si on compare les deux, oui, on a plus de biodiversité par hectare en agriculture biologique, mais vu qu'il faut plus de surface parce qu'il y a moins de rendement, donc globalement, on ne sait pas trop quel va être l'effet global sur la biodiversité. En tout cas, c'est un des discours qui est actuellement entendu. Et ça, c'est d'autant plus compliqué à suivre parce que cet effet de l'agriculture biologique sur la biodiversité et le rendement, il va varier en fonction des types de biodiversité qu'on regarde
et des types de cultures qu'on regarde. Et là, toujours dans cette méta-analyse, ils ont montré, donc, quand on est à droite du graphique, c'est que l'agriculture biologique est plus efficace, donc permet d'avoir un meilleur compromis entre biodiversité et rendement. Et donc pour les cultures qui ne sont pas des céréales, c'est clairement positif, donc l'agriculture biologique est la plus efficace. Mais par contre, dans les céréales, qui constituent donc une grande partie des cultures à l'échelle planétaire, là, ça serait défavorable. Donc ça, ces résultats, ils sont un petit peu contre-intuitifs. Ils montrent à quel point ce débat et cette façon de voir les choses en comparant le rendement par hectare et la biodiversité par hectare, il peut avoir des conséquences vraiment très importantes sur les choix qu'on va faire en tant que société. Donc c'est vraiment très important de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce débat et comment est-ce qu'on peut vraiment le dépasser une bonne fois pour toutes. Parce que finalement, en fait, ce débat, il nous contraint un petit peu à penser à seulement deux solutions. Si on veut régler le problème de la sécurité alimentaire et le problème de la biodiversité, soit on augmente les espaces naturels, soit on diminue les pesticides. En gros, c'est ça les deux options. Et en fait, si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ça résulte d'une façon de nous représenter les milieux terrestres qui est assez schématique. Et ça, en fait, quand on regarde l'histoire et notamment ce qui a influencé l'écologie scientifique, mais on s'aperçoit que l'écologie elle a été fortement influencée par une théorie qui s'appelle la théorie des îles, qui a un petit peu essayé de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on a plus d'espèces à certains endroits que d'autres. Et donc ils ont fait cette théorie en disant la première hypothèse, c'est que la taille des îles, plus elle est grande, plus il va y avoir d'espèces. Et puis un deuxième phénomène qui est important, c'est la distance entre l'île et le continent, d'où les populations qui vont venir coloniser l'île vont venir. Et plus on est loin du continent, moins il y aura d'espèces parce qu'elles vont avoir plus de mal à atteindre l'île. Et en fait, cette théorie, on l'a tout simplement transférée dans les milieux terrestres. On s'est dit, ça c'est une île, c'est un milieu, un habitat naturel, ça c'est une autre île, et puis entre, il y a l'océan qu'on a appelé la matrice. Donc c'est la façon dont on s'est représenté les paysages. Et donc, ça influence cette façon un petit peu binaire de voir les choses. Soit on regarde les habitats naturels, soit on regarde la matrice. Or, plus récemment, on a commencé à se dire qu'il se passait des choses intéressantes dans la matrice, puisqu'en fait, il y a des espèces qui se sont adaptées à cette matrice. Donc, c'est toutes les espèces agricoles. Et puis, il y a des espèces qui traversent la matrice pour aller d'un habitat forestier à un autre, par exemple. Donc en fait, c'est peut-être intéressant de regarder ce qui s'y passe. Et puis grâce aux photos aériennes notamment, donc là c'est sur le site de l'IGN où vous pouvez remonter le temps grâce aux photos aériennes. Donc là c'est le site de Chizé dont j'ai déjà parlé dans une étude précédente. On s'aperçoit que cette matrice agricole, elle est très variable dans l'espace, elle est aussi très variable dans le temps. Et ça c'est quelque chose qu'on connaissait, donc le remembrement c'est quelque chose qui a été très fort depuis la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas quelque chose que les écologues avaient beaucoup étudié. Or, si ça a changé aussi drastiquement, ça a sûrement eu des effets, et peut-être que si on le change de nouveau, on essaye de mieux gérer cette hétérogénéité de la matrice agricole, ça pourrait être une piste intéressante pour améliorer la biodiversité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de regarder dans un grand projet européen pour être sûr de notre coût, entre guillemets, et montrer si vraiment c'était généralisable, cet effet de l'hétérogénéité des cultures ou pas. Donc on a regardé la biodiversité au travers de 7 groupes taxonomiques, des oiseaux jusqu'aux plantes, en passant par différents types d'insectes ou des araignées. Là encore, pour vérifier que différents groupes taxonomiques ne répondaient pas de façon complètement opposés. Et ça, on a regardé ces 7 groupes taxonomiques dans un très grand nombre de paysages, de l'ordre de plus de 400 paysages, dans des différentes régions d'Europe et d'Amérique du Nord. 8 régions extrêmement contrastées en termes de climat, de type de production agricole. Et ce qu'on a montré, un petit peu quand même de façon assez surprenante, c'est qu'il y avait un effet majeur de l'hétérogénéité des cultures, et notamment ici donc, la taille des parcelles. Plus on augmente la taille des parcelles, plus la biodiversité diminue. Et ça, c'est valable, donc, quelle que soit la couleur du trait, donc quelle que soit la région dans laquelle on a fait les mesures. Et ça, on l'explique par 2 grands mécanismes. Le premier, c'est que différents types de cultures, elles correspondent à des conditions environnementales
en termes de perturbation, en termes de densité de la végétation, en termes de hauteur de la végétation, qui font qu'on va avoir différentes espèces qui vont pouvoir pousser dans ces cultures. Donc là, c'est l'illustration assez classique avec des plantes qui vont être donc des cultures et des adventices qui vont être distinctes entre ces trois cultures. Puis il y a un deuxième phénomène qui est intéressant, c'est le fait que certaines espèces elles vont avoir besoin de ressources qui se trouvent dans différentes parcelles agricoles, de différentes cultures. L'exemple le plus frappant, c'est pour les pollinisateurs qui vont avoir besoin d'avoir accès à des ressources florales tout au long de l'année. Or, le colza il va fleurir à un certain moment de l'année, puis après, il n'y a plus rien dans la parcelle. Donc les pollinisateurs ils vont avoir besoin d'avoir accès à différentes parcelles qui vont fournir des ressources de façon continue tout au long de l'année. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de complémentation au niveau du paysage. Donc ça, c'est un premier phénomène qui explique qu'augmenter l'hétérogénéité des cultures, ça va avoir un effet bénéfique sur la biodiversité. Le deuxième, c'est plutôt en termes de mobilité des individus dans le paysage. Et là, on a utilisé une approche expérimentale qui donc, a utilisé des plantes qu'on appelle des phytomètres, donc ici c'est un bleuet, qu'on a positionné dans différents endroits du paysage, soit au milieu du champ, soit le long des bordures. Donc soit une bordure avec de la végétation herbacée entre deux parcelles agricoles, soit le long d'une bordure où deux cultures sont attenantes. Donc c'est vraiment une bordure culture-culture. Et on s'est aperçu, en utilisant de la poudre fluorescente, qu'il y avait plus de transfert de pollen dans le cas donc, que j'ai mentionné en dernier, donc quand on a le long d'une bordure entre deux cultures. C'était vraiment là où on avait le maximum de déplacement d'abeilles. Et ça s'explique par le fait qu'a priori, les abeilles elles vont avoir besoin de guides pour se déplacer dans le paysage et d'avoir des différences de structure. Donc là, c'est un petit peu le cas extrême que j'ai illustré à droite. On a une parcelle de maïs et une parcelle en jachère, donc on a une différence de hauteur qui est très importante. Et ça va permettre de faire un guide très facile à suivre pour les abeilles notamment. Donc voilà, ces deux phénomènes qui expliquent cet effet assez sous-estimé de l'hétérogénéité des cultures. Et donc on s'est, dans un deuxième temps, la question c'était ok, il y a un effet positif, mais à quel point il est fort. Donc là, on l'a comparé cet effet à l'effet des solutions plus classiques. Donc est-ce que diminuer la taille des parcelles, par exemple, ça a plus ou moins d'effet qu'augmenter la quantité d'habitat semi-naturel dans le paysage? Et là, de façon encore plus surprenante, on s'est aperçu que oui, ça avait vraiment le même ordre de grandeur en termes d'effet, puisqu'une variation spatiale de la taille moyenne des parcelles, quand on passe de 5 hectares à 2,8 hectares en moyenne, donc on diminue presque par deux la taille des parcelles, ça équivaut en termes d'effet sur la biodiversité, en termes de nombre d'espèces, à augmenter les habitats semi-naturels de 0,5% dans le paysage à 11%. On a également fait d'autres comparaisons. En fait, on a montré que pour la diversité des cultures, pareil, ça avait un effet qui était comparable à ce qu'on fait si on s'intéresse à la quantité de milieux semi-naturels dans le paysage. Dernière comparaison qu'on a faite, on s'est intéressé à l'effet de ces deux paramètres, donc la diversité des cultures et la taille des parcelles, et on l'a comparé à l'effet de certaines pratiques agricoles. Donc ça, c'est les collègues au Canada qui l'ont fait et qui ont montré que donc ça, plus la barre elle est longue vers le bas, plus elle a un effet important. Et ils ont montré que donc, ces deux paramètres d'hétérogénéité des cultures, ils ont un effet aussi important, voire plus important que d'autres pratiques agricoles. Alors, certaines pratiques agricoles étaient mesurées de façon assez simpliste, donc il y a peut-être des limites à cette étude et il faudrait sûrement creuser la question. Mais en tout cas, ça montre que c'est loin d'être un levier mineur et que c'est une solution qu'il faut vraiment encourager pour favoriser la biodiversité. Et c'est d'autant plus intéressant de favoriser cette solution qu'en fait, elle va avoir non seulement des effets sur la biodiversité, mais en cascade, elle va avoir plein d'effets intéressants pour les agriculteurs, puisque donc l'effet sur les pollinisateurs va se traduire par un effet sur la pollinisation. Donc c'est le fameux graphique qu'Emmanuel a montré, donc qui montre que plus on a des tailles de champs petits, plus on a de densité de bordure entre les champs et plus on va avoir d'abeilles sauvages.
Et plus on a d'abeilles sauvages, plus on va avoir de graines dans les plantes qu'on avait placées dans les champs pour tester l'effet sur la pollinisation. Deuxième effet intéressant, sur un autre service écosystémique, cette fois-ci sur le contrôle biologique. Donc là, c'est des collègues au Canada qui ont montré que plus on augmente la diversité des cultures, ou plus on augmente la densité des interfaces entre cultures, plus on a le nombre de pucerons qui vont diminuer. Donc plus on a un contrôle biologique qui est fort. Et ça s'explique par le fait que les prédateurs des ravageurs des cultures, ce sont des espèces donc mobiles qui vont faire des allers-retours entre cultures ou entre habitats semi-naturels et cultures, mais qui ne vont pas forcément aller très loin à l'intérieur de la parcelle agricole. Et donc là, une méta-analyse qu'on vient de publier montre qu'en effet, on a bien une diminution. Quand on part de la bordure entre la parcelle et le milieu adjacent, c'est là où on a l'abondance ou la richesse maximale, et que cette richesse de prédateurs des ravageurs des cultures, elle va diminuer avec la distance quand on va à l'intérieur de la parcelle. Et en fait, plus récemment, donc une étude qui a essayé de faire une synthèse de toute la littérature sur les questions de la diversification des cultures et à quel point ça a des effets sur le contrôle biologique, mais elle a en effet montré que quelle que soit la méthode de diversification, donc à l'intérieur des parcelles jusqu'au niveau du paysage, et quel que soit le type de variables de réponse sur les problèmes que les agriculteurs rencontrent dans leurs parcelles, la majorité de ces méthodes de diversification des cultures avaient un effet positif avéré sur le contrôle biologique. Et que donc cette diversification des cultures, c'est vraiment quelque chose qui a des bénéfices non seulement sur la biodiversité, mais qui peut avoir un effet retour positif pour l'agriculteur. Dans une autre méta-analyse, cette fois-ci à l'échelle globale, en prenant un nombre de services écosystémiques plus large, d'autres chercheurs de Montpellier ont montré qu'il y avait bien un effet positif sur le contrôle biologique, mais aussi sur d'autres services écosystémiques, notamment en termes de qualité de l'eau et qualité du sol, et même un effet sur le rendement des cultures. Et enfin, dernier point qui me semble très intéressant, c'est le fait que, donc on a vu que augmenter l'hétérogénéité des cultures a un effet positif sur la biodiversité qui se répercute sur les services écosystémiques. Et quand on regarde les pratiques en fonction de l'hétérogénéité des cultures, on découvre une autre partie de l'histoire qui est que quand on diminue la taille des parcelles, donc quand on va de droite à gauche, on diminue aussi l'effet de la taille moyenne des parcelles a un effet sur la quantité de pesticides utilisés. Donc en orange, les insecticides, cette ligne-là, c'est les herbicides, et la troisième ligne, c'est les fongicides. Et donc plus on augmente la taille moyenne des parcelles et plus on augmente la diversité des cultures, plus on a un effet donc, intéressant sur notamment les insecticides. Donc là, on va avoir une diminution des insecticides quand on augmente la diversité et une diminution des insecticides quand on diminue la taille des parcelles. Donc finalement, si je résume tout cet ensemble de littérature qui commence à être vraiment abondant maintenant, on s'aperçoit que augmenter la diversité des cultures et diminuer la taille des parcelles, ça va avoir un effet bénéfique sur la biodiversité, qui va se répercuter sur les services écosystémiques, notamment le contrôle biologique, ce qui va permettre de diminuer la quantité de pesticides et ainsi de suite avoir un cercle vertueux, et cela tout en maintenant, voire en augmentant la production dans les parcelles agricoles. C'est donc une solution qui, pour l'instant, n'apparaît pas dans le débat classique, et notamment le débat land sparing, land sharing, alors qu'elle est très intéressante. Donc, dans la dernière partie du séminaire, je vais essayer de vous montrer un petit peu quels sont les leviers en fait, qui existent soit en termes de politique publique, soit en termes de marché, pour activer ce levier de l'hétérogénéité des cultures.
Le premier levier majeur auquel tout le monde pense, c'est bien sûr la politique agricole commune, puisque c'est le principal facteur qui va influencer les décisions des agriculteurs et la façon dont ils vont gérer leur parcellaire agricole. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a très bien montré dans une étude dans le sud-ouest de la France, et ce, quel que soit le type d'exploitant agricole, qu'ils aient beaucoup de cultures, beaucoup de prairies, pas beaucoup de haies, à chaque fois, quand ils nous expliquaient comment ils prenaient leurs décisions, il y avait toujours en haut de leur schéma mental l'Europe et la PAC comme principal facteur influençant leurs décisions. Oui, pardon, c'était pas le bon. Voilà. Et donc, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est quand on s'intéresse à la PAC. Donc, tout le monde a entendu parler de la PAC, mais je pense que personne comprend ce qu'il y a vraiment dedans. En tout cas, moi, c'était clairement mon cas jusqu'à ce que je fasse cette étude, où là, je me suis dit, ah, mais si c'est vraiment important, il faudrait quand même que je m'y intéresse un peu plus. Donc, c'est là où j'ai commencé, en tant qu'écologue, à m'intéresser à la PAC, ce qui était assez nouveau pour moi. Et donc là, je me suis aperçue qu'en effet, c'était la politique la plus consommatrice du budget européen. Donc c'est la plus grosse politique avec 33% du budget. Et c'est aussi la plus ancienne. Et donc elle a vécu énormément de réformes, elle s'est énormément complexifiée au cours du temps, ce qui fait que c'est très compliqué à comprendre. Et puis depuis les années 90, donc elle a commencé à connaître ce qu'on appelle un verdissement de la PAC, alors que jusqu'avant, donc depuis les années 50, l'objectif premier, c'était augmenter la production, garantir la viabilité des exploitations agricoles. Là, on a commencé à se dire, notre système il commence à atteindre ses limites, donc il faut qu'on essaye de corriger ces effets un petit peu secondaires non souhaitables via ce verdissement. Donc on a rajouté des nouveaux instruments, et donc les 3 instruments qui sont verts qu'on a rajoutés, donc c'est les mesures agri-environnementales et climatiques, la conditionnalité et les écorégimes, et ces 3 instruments que je vais vous présenter très rapidement, pour vous montrer à quel point ils prennent en compte ou pas la question du paysage et la question de l'hétérogénéité des cultures. Donc la plus ancienne mesure de verdissement de la PAC, c'est donc les mesures agri-environnementales, qui sont maintenant devenues et climatiques. Et donc il y a un grand nombre de mesures qui existent dans les différents pays d'Europe et même dans d'autres parties du monde. Et donc ça permet de faire des méta-analyses qui comparent leurs effets. Et donc là, l'effet des mesures agri-environnementales a été comparé dans les cas où le rond est blanc. Il s'agit des paysages qui sont simples, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de milieux semi-naturels. C'est des grandes parcelles avec peu de milieux semi-naturels, une diversité de cultures en général faible. Et là, ils se sont aperçus que l'effet il était significativement positif, que ce soit pour les arthropodes ou pour les pollinisateurs. Par contre, quand le rond est noir, et là on est dans les paysages qu'on appelle complexes, qui sont plutôt des paysages de ce type, avec beaucoup de milieux semi-naturels, des tailles de parcelles plus petites, une diversité des cultures plus grande, là il se trouve que l'effet n'est pas significatif. Or, le problème, c'est que la majorité des mesures agri-environnementales à l'heure actuelle est plutôt utilisée dans ces paysages qui sont complexes, parce que c'est là en fait où il y a déjà des pratiques très favorables à la biodiversité, peu intensives, et où donc c'est facile en fait de remplir les conditions pour toucher ces aides de la PAC. Donc finalement, c'est une grosse limite. Le fait qu'on ne prenne pas en compte le contexte paysager fait que ça réduit énormément l'efficacité de ces mesures. Le deuxième instrument de verdissement, qui est la conditionnalité, c'est en fait l'ensemble des règles que les agriculteurs doivent remplir pour toucher les aides de la PAC, quelles que soient les aides de la PAC. Donc c'est une liste en fait d'un certain nombre de conditions qu'on appelle les bonnes conditions agricoles et environnementales, BCAE pour ceux qui connaissent le sujet. Et donc il y a certaines BCAE qui sont très intéressantes et qui peuvent avoir un effet très important sur le paysage, du moins en théorie, puisqu'en fait, quand on regarde ce qui se passe vraiment, on s'aperçoit qu'il y a énormément de dérogations. Donc là, actuellement, on est dans une phase où il y a des dérogations très fortes liées à ce qui s'est passé notamment en Ukraine, qui a énormément déstabilisé les marchés et donc les tensions au niveau agricole. Donc en 2023, on a eu quand on dit dérogation, ça veut dire qu'on l'annule complètement. Donc pour l'année 2023, il n'y a pas du tout eu de BCAE 7, c'est-à-dire
l'obligation de rotation des cultures et donc de diversification des cultures a complètement été supprimée. Idem pour la thématique des jachères, dont vous avez peut-être entendu parler dans l'actualité. Ça fait partie de la BCAE 8. Ça a été également supprimé en 2023. Et là, il y a 2 semaines, la Commission européenne vient d'annoncer qu'elle allait aussi être supprimée pour 2024. Donc toutes ces dérogations, en fait, elles fragilisent énormément cette conditionnalité qui pourrait sinon être très intéressante. Une deuxième limite, c'est aussi le fait que chaque agriculteur doit respecter cette conditionnalité, mais il n'y a aucun dispositif qui permet de favoriser des choses au niveau paysager. Or, on a vu au travers des présentations d'Emmanuel et des travaux que je viens de présenter à quel point l'échelle paysagère elle est importante et donc la collaboration entre les agriculteurs elle permettrait d'augmenter significativement l'efficacité de cette conditionnalité. Or, c'est quelque chose qui est assez lourd à mettre en œuvre, donc il y a un coût d'entrée un petit peu fort, ce qui fait que les États membres ont pour l'instant plutôt rechigné à utiliser cette façon de mettre en œuvre ces mesures. Et puis, dernier instrument du verdissement, donc, qui est le plus récent, puisqu'il a été mis en œuvre au 1er janvier 2023. Donc, c'est les éco-régimes, qui sont définis en fait, comme un niveau un peu plus ambitieux que la conditionnalité, un peu sur les mêmes logiques. Et c'est chaque État membre, dans la nouvelle PAC, qui est chargé de définir les critères, les options qui permettent aux agriculteurs de toucher ces éco-régimes. Et donc, contrairement aux autres États membres, la France elle a choisi une combinaison d'options et de niveaux d'ambition qui permet à quasiment tous les agriculteurs d'avoir accès à ces éco-régimes. C'était clairement son objectif affiché. Ce qui n'est pas du tout le cas d'autres États membres qui, eux, ont choisi d'avoir des actions plus ambitieuses, de rémunérer de façon plus haute des actions engagées des agriculteurs pour aller bien au-delà de la conditionnalité. Et donc, à la grande satisfaction du ministère de l'Agriculture, en 2023, donc 90% des agriculteurs français ont pu accéder aux éco-régimes. Ce qui fait qu'en fait, il y avait tellement de gens ils avaient tellement bien conçu leur éco-régime de façon large, qui permettent à tout le monde de le toucher, que finalement, il y avait même plus de gens, plus d'agriculteurs que ce qu'ils pensaient, qui ont accédé à l'éco-régime. Et donc, ils n'avaient pas suffisamment de budget pour distribuer les éco-régimes à tous les agriculteurs. Et donc, à la fin de l'année 2023, ils se sont vus obligés de baisser les montants des éco-régimes. Donc, ce qui montre à quel point le niveau d'ambition, le niveau de rémunération, c'est des leviers en fait, qui sont assez complexes à gérer, mais clairement, quand on veut donner des sous à tout le monde, on est obligé d'avoir des ambitions basses, des budgets bas. Et ça pose énormément de problèmes. Puisque d'un côté, donc, on va avoir des mesures plus ambitieuses qui ont moins de budget et donc qui concernent moins de surface, donc il va avoir moins d'effets bénéfiques sur la biodiversité. Et donc là, l'étude récemment menée par des chercheurs d'INRAE, elle estime que si on voulait atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau européen dans le cadre du pacte vert, qui est le nouveau cadre un petit peu général que la Commission européenne s'est fixé, on n'est pas du tout dans les clous en termes de budget. Il faudrait qu'on augmente les budgets de l'éco-régime, qu'on les rende plus ambitieux. Il faudrait aussi qu'on augmente les budgets des mesures agri-environnementales et qu'on prenne en compte les contextes paysagers dans lesquels on les met en œuvre. Mais pour ça, ça voudrait dire qu'il faudrait baisser les aides directes. Et ça, comme vous avez pu le voir dans l'actualité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout faisable, parce que les aides directes, ça représente une très grande partie du revenu des agriculteurs. Donc, parfois, c'est même la totalité du revenu des agriculteurs, puisqu'en fait, les agriculteurs ne sont pas du tout une catégorie homogène. C'est extrêmement hétérogène. Les situations sont très, très variables. Il y a des gens qui sont agriculteurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y en a qui sont qui ont des très bons revenus. Donc, cette PAC, elle est à la fois problématique parce qu'elle est déséquilibrée en termes d'ambition environnementale. Il n'y a pas les budgets suffisants pour avoir les ambitions qu'on affiche. Mais elle est aussi problématique parce qu'elle est très injuste. Elle ne permet pas de limiter les inégalités entre différents types d'agriculteurs. Et ça limite aussi beaucoup les marges de manœuvre. Dès qu'on essaye de changer un petit peu la PAC, forcément, ceux qui sont les agriculteurs avec les plus faibles revenus et les plus dépendants des aides de la PAC
sont complètement incapables de gérer ces nouvelles contraintes. Et donc ça fait peser en fait un poids très très fort. Si on veut faire la transition agroécologique juste en jouant sur la PAC, on ne va pas y arriver parce qu'on met trop de pression sur les agriculteurs et surtout ces agriculteurs qui ont déjà des revenus faibles. Donc il y a vraiment un débat à l'heure actuelle qui est en train de prendre de l'importance sur comment est-ce qu'on répartit le poids de la transition. Donc le constat, c'est qu'on ne peut pas le faire peser uniquement sur les agriculteurs, et donc il faut prendre en compte l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans les systèmes agricoles et alimentaires. Et ça, c'est vraiment l'ambition d'une des stratégies de la Commission européenne qui s'appelle de la ferme à la fourchette, farm to fork en anglais, et qui a pour objectif de faire une meilleure intégration entre les politiques agricoles et les politiques alimentaires, et de vraiment mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, avec un point sur lequel je terminerai comme exemple de contribution des sciences écologiques à la mise en œuvre de ces leviers dans les politiques publiques, c'est comment est-ce qu'on informe les citoyens, et notamment les consommateurs, de l'impact qu'ont les produits alimentaires en fonction de leur système de production. Et donc ça, c'est l'affichage environnemental des produits alimentaires que j'ai évoqué précédemment, qui est déjà en réflexion depuis un certain nombre d'années et qui était censé se déployer en début d'année, là, cette année, mais qui a pris du retard parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Donc c'est un petit peu l'équivalent du Nutri-Score, mais pour l'impact sur l'environnement des produits alimentaires. Et donc la façon dont on calcule cet impact consiste à prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit alimentaire, depuis sa fabrication jusqu'à sa distribution. Et la volonté, c'est de pouvoir dire que l'agneau ou le bœuf va avoir un impact environnemental plus fort qu'une tomate. Donc ça, c'est l'illustration centrale. Mais il y a un gros débat qui a été généré par l'annonce de cette mise en place de l'affichage environnemental, c'est que ce système-là, s'il ne fait que distinguer l'impact d'une tomate et l'impact d'un steak, il ne va absolument pas prendre en compte le fait que différents agriculteurs ont des modes de production extrêmement différents. Et ça, c'est en particulier valable pour les productions animales, puisqu'on va avoir des animaux qui peuvent être élevés uniquement à l'herbe sur des prairies très extensives en milieu montagnard, ou alors des animaux qui sont élevés de façon extrêmement industrielle, dans des conditions vraiment très différentes. Et donc là, c'est toute la question de comment on prend en compte le mode de production dans cet affichage environnemental, et surtout l'effet qu'il va avoir sur la biodiversité, dans la parcelle, au niveau du paysage. Est-ce qu'on a des informations sur la diversité des cultures, sur la taille des parcelles, sur la quantité de milieux semi-naturels? Et là, bien comme souvent dans le milieu agricole, on se heurte à la disponibilité des données. Et donc on essaye de réfléchir, donc soit à deux niveaux en ce moment, donc j'en cite deux instances, deux groupes de chercheurs en fait, qui travaillent sur cette question. C'est un groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle GIS Revalim, et puis une étude qu'on est en train de mener avec plusieurs collègues, notamment Emmanuel et Colin, pour l'ADEME, qui s'appelle BiodiveLabel, et qui essaye de trouver des solutions justement pour qu'on puisse avoir récupéré de l'information pour mieux prendre en compte l'effet de ces modes de production sur l'impact que différents produits alimentaires produits de façon différente vont avoir sur l'environnement. Mais c'est vraiment une question qui n'est pas facile et qui montre à quel point les connaissances en écologie et scientifiques sont utiles et nécessaires pour informer l'action publique et avoir une influence sur les politiques publiques et également sur le fonctionnement du marché, puisque une fois que cet affichage environnemental est en place et s'il fait bien son travail, normalement on pourrait avoir des consommateurs qui soient orientés vers des produits qui ont le moins d'impact sur la biodiversité possible, et donc partager un petit peu le coût de la transition agroécologique, et qui ne repose pas uniquement sur les agriculteurs, mais bien sur l'ensemble des acteurs du système alimentaire. Donc, en guise de conclusion, donc on est dans un contexte où il y a des tensions très fortes. Et ça, on le voit beaucoup dans le discours, dans les débats publics. Si vous avez regardé les actualités en ce moment, et vraiment la sécurité alimentaire, voire la souveraineté alimentaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, a beaucoup été répété en fait, comme
une raison d'intensifier l'agriculture, de supprimer des normes environnementales, parce que ce n'est pas possible pour les agriculteurs et pour leurs revenus, mais aussi pour la sécurité ou la souveraineté alimentaire, de produire moins. Donc on a vu que cette façon de présenter les choses, elle a plein de limites, que derrière ce débat et cette façon de voir les choses et de présenter les choses, il y a des acteurs qui ont des enjeux particuliers, avec notamment tout ce qui concerne l'agriculture numérique et la technologie. Et que donc il est vraiment important d'avoir ce cadrage en tête pour ne pas forcément se faire enfermer dans une vision un petit peu simpliste des choses qui pourrait nous faire rater des opportunités. Et donc j'espère vous avoir montré que l'hétérogénéité des cultures, le fait de diminuer la taille des parcelles, d'augmenter la diversité des cultures, c'est un levier qui ne supprime pas de surface de production et ne nécessite pas forcément de diminuer l'intensité des pratiques en première intention, et qui va avoir plein d'effets vertueux sur la biodiversité, avec des boucles de rétroaction positives. Donc c'est vraiment un levier qui ne rentre pas dans ce cadre un petit peu binaire qu'on veut nous imposer, et qui est pourtant très intéressant. Et donc ces connaissances-là, elles existent. Maintenant, elles sont très consolidées. Il y a énormément de méta-analyses, il y a des études qui font la synthèse de la bibliographie, et il suffirait, entre guillemets, qu'on puisse les intégrer dans la conception et l'amélioration de la politique agricole commune, ce qui pose plein de questions sur comment on fait ça, mais c'est le sujet d'un autre séminaire probablement, mais tout en gardant en tête qu'il n'y a pas que les agriculteurs, parce que ce serait vraiment injuste de faire peser le poids uniquement sur eux, et que c'est bien l'ensemble des acteurs, et donc nous y compris en tant que consommateurs, qui doivent réfléchir à cette question, et que donc des pistes qui ne jouent pas que sur les agriculteurs, mais qui jouent aussi sur les achats de produits alimentaires, sont vraiment incontournables si on veut réussir cette transition agroécologique. Voilà, je vous remercie.